Stéphane, bonjour. Alors ce matin, nous allons parler donc de la situation aux frontières nord d'Israël avec la Syrie et le Liban. Alors au lieu de commencer par quelque chose de compliqué, comme nous le savons, vous vivez au niveau de cette frontière et l'endroit depuis lequel vous nous parlez est à 400 mètres du Hezbollah. La question qui me vient donc à l'esprit est comment ça va à Metula, Stéphane? Ça va bien, merci Johanna et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Ouais, on vit pas sur les dents dans la crainte d'une attaque imminente du Hezbollah, dissimulé derrière des sacs de sable, on se déplace pas en voiture blindée si c'est ça que vous voulez savoir. Non, l'été c'est la saison des fruits, on a des figues, des raisins bien mûrs, des pommes dans le jardin de la rédaction et beaucoup d'amis européens qui profitent des vacances pour nous rendre visite. Et puis en même temps, on garde un œil attentif sur nos voisins du Nord et si parfois on a tendance à les oublié, il y a 2 jours, ils se sont rappelés à nos bons souvenirs en diffusant un film de propagande sur le net, un film qui montrait les rues de notre village et principalement celles de notre quartier, de Har Hatzfia. En français, ça veut dire la montagne des observateurs. Et puis sur le film, ils hurlaient qu'ils allaient nous envahir, occuper toute la Galilée. C'est assez sympa comme film. Enfin, ça doit faire quand même bizarre de regarder un film diffusé par son ennemi, montrant votre maison et affirmant qu'il ne va pas tarder à l'attaquer, à l'occuper et à vous réduire en pièces. Quelque part, vous n'avez pas peur, Stéphane? Ça fait un peu bizarre, effectivement, Johanna, de voir nos bâtiments. On a l'impression qu'ils sont un peu focalisés sur les bâtiments de l'agence. Voir nos bâtiments sur un film de l'ennemi, écouter ses menaces, c'est pas commun, certes, mais c'est un film de propagande. Nous savons bien que s'ils attaquent Metula, ils filment du même coup leur arrêt de mort, ce qui signifie pas qu'au début, il y aurait pas des morts de notre côté, surtout si c'est eux qui prennent l'initiative des combats. Et quel est l'objectif réel du Hezbollah? Parce qu'avec 20 000 miliciens, il ne compte pas vraiment envahir Israël. Dans quel but fortifie-t-il ses positions face à Israël? Ouais. D'une part, ils améliorent leur capacité pour savoir ce qui se passe chez nous, à pouvoir guetter les mouvements de Tsahal. De l'autre, ils fortifient des villages chiites au Liban, ça fait déjà plusieurs années. Et puis ce qui est nouveau, c'est qu'ils fortifient de nombreuses positions sur le Golan afin de nous arroser de roquettes si les Iraniens leur en donnent l'ordre. Est-ce que c'est dangereux, Stéphane? Ils peuvent pas envahir Israël ni nous vaincre, mais c'est pas leur but. Ça fait partie de l'opération de dissuasion menée et intensifiée par des ayatollahs de Téhéran, dont nous parlons pratiquement chaque semaine. Ils nous disent, et je le répète parce qu'il faut bien le saisir pour saisir toute la situation régionale, ils nous disent à nous, aux Américains, vous pourrez sans doute nous vaincre, mais à quel prix? Ça engage la deuxième question. Ne vaut-il pas mieux que nous nous asseyions pour discuter? Alors, je croyais que les Russes, dans l'accord du début de l'année, que vous aviez d'ailleurs déjà révélé, avaient garanti à Israël d'éloigner les Iraniens et leurs hommes de main d'au moins 60 km de la frontière avec la Syrie. Est-ce que finalement, ce n'était pas du pipeau, Stéphane? Non, Johanna, c'était du russe. Une délégation qui visitait Moscou récemment, les Russes ont dit à nos officiers, nous avons promis d'éloigner les Iraniens et les Syriens, mais pas le Hezbollah, ça faisait pas partie du deal. C'est un petit peu la mentalité des négociations avec les Russes, c'est toujours très dangereux de les croire. En fait, ce que les Russes voulaient, c'est que nous laissions Bachar al-Assad, leur allié, reprendre le contrôle du Golan syrien sans le déranger, et les Iraniens, que nous avions saoulés de coups pendant des mois, quitter Damas et la région limitrophe sans les harceler. Et les Iraniens et les Syriens, à la place, ont envoyé le Hezbollah s'établir sur notre frontière. Alors, on est face à des miliciens sans chars, sans vraie artillerie, en nombre réduit à la place de 2 armées régulières, celles de Syrie et d'Iran. Finalement, vous êtes plutôt gagnant, Stéphane. C'est un calcul un peu plus compliqué. C'est effectivement moins risqué d'un point de vue stratégique que des canons et des missiles balistiques, mais pour une armée régulière comme la nôtre, être obligé d'affronter ce qu'on appelle une confrontation asymétrique, c'est extrêmement désagréable parce que les chars et les canons, on les voit, surtout lorsqu'on possède la supériorité technologique. C'est relativement facile à éliminer en char ou en canon ou en avion. Mais des miliciens comme le Hezbollah qui pratiquent la guérilla sont beaucoup plus furtifs et inattendus. Ils sont capables de se cacher dans des trous personnels. Ils construisent des cabanes dans des arbres, dans des pierriers. C'est très difficile de les identifier et de les éliminer.
Bref, parce qu'on n'a pas toute la matinée, parce qu'on pourrait en parler toute la matinée de ces guerres asymétriques, c'est moins dangereux, ils sont incapables de nous envahir, mais c'est bien plus difficile et pénible à combattre une guérilla qu'une armée régulière. Et alors une autre chose m'étonne, nous parlons chaque semaine des frappes de plus en plus profondes de Tsahal en Syrie et maintenant en Irak contre les Iraniens. Là, leurs supplétifs du Hezbollah sont à 35 km de Haïfa et ceux du Hamas à 60 km de Tel Aviv. Et vous les laissez s'installer. C'est un peu contradictoire, non ? Ouais, forcément quelque part. On va pas raconter des histoires, mais en Irak, nous détruisons des missiles balistiques qui peuvent tuer des centaines de nos concitoyens en un seul tir. Hein. C'est des armes qui sont quand même beaucoup plus dangereuses que les mitraillettes du Hezbollah à la frontière. Et puis, comme je l'ai dit, en Irak, on les voit bien depuis le ciel, que ce soit des drones d'observation, des avions ou des satellites, on voit exactement où ils sont. C'est gros, ça prend de la place. Et c'est facile à éliminer. Et de plus, au Liban, on craint qu'en attaquant les positions du Hezbollah, comme vous avez dit, qui sont à 400 mètres de l'endroit d'où je vous parle, de la rédaction, on craint de déclencher une confrontation généralisée, alors que pour le moment, le Hezbollah, s'il a un mérite par rapport à nous, c'est qu'il respecte scrupuleusement le cessez-le-feu. Il n'y a pas plus de danger hier, maintenant que demain. Donc, pourquoi alors qu'on n'est pas sûr qu'il va y avoir une confrontation, pourquoi la générer nous-mêmes? Pourquoi en être les instigateurs? Face au Hamas à Gaza, c'est une autre question. À la MENA, les analyses stratégiques, elles sont pas d'accord avec les priorités des gouvernements Netanyahou. On est sûr que ça pose une menace stratégique sur Israël et qu'il faut éliminer le Hamas et pas attendre qu'ils tirent des roquettes sur Sderot et sur le sud pour réagir. On pense que le Hamas à Gaza, tel qu'il est aujourd'hui, il représente une menace intolérable, même si le Hamas n'a pas non plus les moyens d'envahir et d'éradiquer Israël, comme il menace de le faire plusieurs fois par semaine. Mais même, il n'y a pas de raison de faire risquer à nos compatriotes, que ce soit dans le nord ou dans le sud, Johanna, d'avoir des dizaines, voire des centaines de morts, alors qu'on peut l'éviter, on doit l'éviter et qu'à notre sens, c'est l'engagement primordial, l'engagement numéro 1 de tout gouvernement d'Israël. Et on va terminer, Stéphane, par la question quasi inévitable, à savoir que va-t-il se passer maintenant? Vous dites que le renforcement du Hezbollah à vos frontières est lié à la volonté de l'Iran de se constituer une possibilité de réplique face à l'éventualité d'une attaque américaine. Mais on a pu voir qu'avant-hier, Téhéran a saisi un 3e pétrolier dans le Golfe Persique. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon de pousser Donald Trump à la guerre et vous à l'affrontement avec le Hezbollah? C'est clair que les ayatollahs testent Trump. Ils désirent voir où se situent ces derniers retranchements. Et puis on remarque, vous avez remarqué également bien entendu que ce qui se passe dans le golfe arabo-persique, dans la mer d'Oman, divise les Occidentaux. Les Allemands ont refusé de protéger leurs propres pétroliers, enfin d'autres États européens aussi. Ils veulent pas mettre de l'huile sur le feu et comme ils disent, ils aimeraient sauver l'accord sur le nucléaire, le très mauvais accord sur le nucléaire, mais les Européens, ils sont toujours attachés. Et les Iraniens voudraient pousser l'Amérique à une guerre territoriale classique. Nous, les Israéliens, nous leur répétons sans cesse qu'il faut se concentrer sur l'effort nucléaire des Iraniens, leur production de missiles balistiques et leur force d'être déployée dans la région. Il ne faut surtout pas répondre à cette provocation, surtout pas déclencher une guerre terrestre ou maritime à cause du fait qu'ils ont capturé 5 marins et 1 ou 2 vieux pétroliers. C'est ce qu'ils veulent. On ne fait pas en stratégie le jeu de l'adversaire. On essaie toujours d'avoir une vision plus élevée des choses et de suivre nos propres décisions, nos propres priorités. Donc ça, c'est le message que les stratèges israéliens envoient aux stratèges américains. Et puis en ayant dit tout ce qu'on a dit ce matin, ça peut quand même s'embraser à tout moment, et même par erreur. C'est-à-dire que si les Iraniens font la provocation de trop, il peut y avoir avec toutes les armes américaines qu'il y a notamment à Bahreïn et dans le Golfe Persique,
il peut avoir une réaction très énergique et une réaction qui serait suivie d'un ordre au Hezbollah et au Hamas de nous arroser de roquettes. Et pour le Conseil, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire que ça nous prendrait quelques jours pour réagir, mais je veux quand même rassurer nos auditeurs qui sont nombreux à nous écouter et puis qui ont souvent quelques craintes lorsqu'ils le font. Globalement, nous sommes prêts et si on ne sait pas quand et comment ça pourrait commencer, eh ben on sait au moins comment ça se terminerait. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine à nouveau, ensoleillée si possible, à Bruxelles et en Belgique, et à vous personnellement, Johanna.